Nos gouvernants ont fait n'importe quoi avec le budget. Bruno Le Maire, Emmanuel Macron ont fait n'importe quoi avec la dette. Et aujourd'hui, aujourd'hui, c'est Ursula von der Leyen, la Commission européenne, qui va avoir la main pour pouvoir dicter ses règles à la France. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Oui, parce que nous avons fait n'importe quoi, parce que nous avons des dirigeants qui ne savent même pas compter, des gens qui s'endettent tant qu'ils peuvent à la moindre occasion, ou plutôt qu'ils nous endettent, tant qu'ils peuvent à la moindre occasion, parce que nous avons des gens comme ça pour gérer, mais gérer est un grand mot, notre État. On se retrouve devant une probable reprise en main de nos finances par la Commission européenne. Nous perdons le peu de souveraineté que nous avons encore à cause des nuls qui nous dirigent. Regardons ça ensemble. Les dernières nouvelles économiques de l'Union européenne signalent un potentiel retour à la rigueur budgétaire pour la France. Les indicateurs de dette et de déficit public ont déclenché l'alarme à Bruxelles, où une réactivation de la procédure de déficit excessive est engagée. Cette mesure, déjà appliquée entre 2009 et 2018, s'inscrit dans le cadre de la réforme des règles budgétaires européennes, prévoyant une trajectoire de réduction des dépenses et de la dette pour la France à partir de juin prochain. Le contexte actuel révèle une situation préoccupante pour la France, avec un déficit de près de 5,5% du PIB et une dette atteignant 110% du PIB, bien au-dessus des limites fixées par l'Union européenne. Le pays se trouve dans une situation de non-conformité prolongée avec les critères du pacte de stabilité et de croissance. Alors certains d'entre vous vont me dire, mais oui, mais on a le droit de faire ce qu'on veut. Non, on a signé des choses. Peu importe que nos gouvernants aient eu raison ou non de les signer, ils les ont signés librement. Personne n'a obligé le président français de signer ces accords. Si on les signe, c'est qu'on est d'accord. Si on est d'accord, on respecte sa signature. La pandémie de Covid-19 avait temporairement suspendu l'application de la procédure de déficit excessif, mais son rétablissement en 2024 signifie que la France devra désormais négocier de nouvelles règles avec la Commission européenne. Parce que l'on gère comme des patates. Je rappelle que Emmanuel Macron, le Mozart de la finance, n'a réussi qu'une chose, c'est augmenter notre dette comme jamais aucun président ne l'a fait avant lui. Jamais. Grâce à lui, on passe de 2000 milliards à 3000 milliards. Il a fallu 40 ans aux précédents, qui n'étaient pas des gens brillants. Hein. Il aura fallu 40 ans pour créer 2000 milliards d'euros de dette. Macron, il lui a fallu 7 ans pour en créer 1000 milliards tout seul. C'est vous dire si c'est un Mozart. Enfin, tout seul. Il y avait Bruno pour l'aider. Vous savez, l'homme qui a terrassé la Russie. L'homme qui a mis l'économie russe à genoux. Bruno Le Maire. L'homme qui voyait les 30 glorieuses en 2022. Elles ont bien démarré pour vous, les 30 glorieuses, non? Bruno Le Maire, en 2022, voyait la France à l'aube des 30 glorieuses. Hier, Bruno Le Maire a tendance à voir ce qu'il a envie de voir et à ne rien voir du réel. Il faut bien le dire. Donc ces deux-là nous ont tellement endettés. Ah oui, c'est Bruno Le Maire aussi qui voyait la croissance à 1,4% en octobre et qui aujourd'hui est obligé de dire 1, alors que tous les économistes, eux, la voient plutôt à 0,5. C'est Bruno Le Maire
qui voyait le déficit public à 3% en 2027 alors que plus personne n'y croit. C'est Bruno Le Maire qui voyait le déficit public à 4,4% en 2023 alors qu'on a fait 5,5%. C'est vous dire si ce mec est un génie. En fin d'année 2023, il n'était pas capable de connaître le déficit public de l'année. Et pas un chouille après, hein, parce qu'on peut se tromper. J'avais prédit 3,3, j'ai fait 3,4, excusez-moi, c'est pas grave. C'est acceptable. Mais là, lui, il s'est juste trompé à 20 milliards près. Et c'est parce qu'on a des génies à ce point-là au ministère de l'économie et un Mozart de la finance qui ne sait que dépenser, qui est un Beethoven du chéquier. Parce qu'on a des gens comme ça que maintenant, notre budget, on va devoir aller embrasser les talons aiguilles d'Ursula pour le faire valider. On va devoir se mettre à genoux, à plat ventre, devant Ursula von der Leyen pour faire valider notre budget. Pourquoi? Parce qu'on a des gros incapables. Les réformes proposées visent à rétablir la discipline budgétaire en Europe, tout en offrant une certaine flexibilité aux États membres, notamment en matière d'investissement pour tout ce qui est écologie. Voilà, alors là, on a un Macron qui va être heureux, il va pouvoir encore dépenser plein de fric dans des trucs qui servent à rien. Donc Ursula, elle est pour que vous soyez discipliné, mais l'écologie, c'est bon. Vous pouvez dépenser tout le fric que vous voulez sur des machins qui servent à rien. Ça va faire plaisir à Emmanuel. Selon les nouvelles directives, les pays engagés dans de tels investissements pourraient bénéficier de délais plus longs pour réduire leur déficit jusqu'à 7 ans, contre 4 ans auparavant. Cependant, la France devra s'adapter à des règles de négociation plus formalisées, mettant fin à une certaine indulgence dont elle avait bénéficié par le passé. Les négociations se baseront désormais sur une trajectoire de référence fixée par la Commission européenne. Donc voilà, Emmanuel Macron va aller baiser le talon aiguille d'Ursula, et Ursula va lui dire, bon, voilà la trajectoire que je t'assigne, Emmanuel, la France, voilà la trajectoire que je vous assigne. À vous de la suivre. Mais vous savez, j'ai toujours dit, hein, celui qui a le pouvoir, c'est celui qui a le fric. Et quand vous allez dans un restaurant, celui qui choisit le restaurant, c'est celui qui va payer l'addition. Or là, l'Europe nous couvre sur les marchés financiers. C'est-à-dire qu'on a des gouvernements qui font n'importe quoi, mais on n'a pas trop de sanctions. Les sanctions, on n'a pas trop de sanctions. Ce qui fait que, mais on n'a pas trop de sanctions parce qu'on appartient à l'Europe. Vous savez que la période 81-83, pour les plus anciens, la période 81-83, les merveilleuses 3 années de socialisme de François Mitterrand, on a dû dévaluer le franc 2 fois. Pourquoi? Parce que le gouvernement faisait n'importe quoi en matière d'économie. Et ce n'était pas tenable. Du coup, on a eu une dette qui a été gigantesque. On ne pouvait plus aller à l'étranger. Hein. Ceux qui l'ont vécu s'en souviennent peut-être, mais quand vous alliez en Espagne ou quand vous alliez à l'étranger, vous aviez un carnet de change. Et le gouvernement vérifiait comme ça que vous ne dépensiez pas trop d'argent à l'étranger. On en était là en France. On a dévalué 2 fois, donc dévaluer, c'est juste rendre la population plus pauvre. Hein. Vous aviez 100 euros, vous aviez 100 francs, bah c'est bien. Maintenant, ils en valent 80. J'ai dévalué la monnaie. Les Français sont heureux. Et donc, ça a duré 3 ans, ces couillonneries, et il a fallu faire le tournant de la rigueur parce que c'était n'importe quoi. Le problème, c'est qu'avec l'euro et l'Europe, on a pu continuer, nous, à faire n'importe quoi sans en payer le prix.
Donc on a des gouvernements qui ne se sont pas privés de faire absolument n'importe quoi sans en payer le prix parce qu'on est protégé par l'euro et par l'Europe. On n'a pas à dévaluer notre monnaie et on peut emprunter beaucoup trop d'argent. Donc tout va bien. Mais ça veut dire que ceux qui ont le pouvoir, c'est l'Europe. C'est plus nous. Et donc, c'est eux qui ont l'argent, en fait. Et donc, ça nous oblige. Alors, je sais, certains vont me dire, non, mais on est excédentaire, c'est-à-dire qu'on donne plus d'argent à l'Europe que l'argent ne nous en donne. C'est vrai, on est contributeur net à l'Europe. La France est contributeur net à l'Europe, c'est vrai. Mais c'est l'Europe qui permet à la France de continuer à avoir un budget complètement délirant et d'emprunter. Si on n'avait pas le bouclier européen pour emprunter, et si on avait le franc, on serait en train de dévaluer le franc comme des malades. Donc l'État vous dirait, vous avez 100 francs, c'est bien, vous n'en avez plus que 50. Et on aurait énormément de mal à emprunter sur les marchés financiers. On aurait beaucoup de difficultés. Alors ça serait peut-être la solution, parce que ça nous obligerait à revenir à une rigueur budgétaire, à avoir un État qui arrête de faire n'importe quoi. Donc c'est peut-être la bonne solution, je ne sais pas. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est comme ça que ça se passerait. Et donc pour vous, ça serait une période vraiment rigoureuse. Mais encore une fois, il faut peut-être. Vous savez, il y a une phrase, je crois que c'est Charles Gave qui dit il vaut mieux un enfer. Non, je ne sais plus comment il le dit, peu importe. Il vaut mieux un enfer qui se finit qu'une. Enfin, je ne me rappelle plus de sa phrase, peu importe. Mais ce que je veux dire, il vaut mieux un grand coup près, souffrir une bonne fois et laisser après l'économie reprendre ses droits et remonter et s'en sortir, plutôt que de mourir petit à petit, vous savez, étouffé, comme c'est le cas de la France depuis 20 ans, qui s'effondre petit à petit. Et donc, il faut peut-être mieux couper un grand coup, et effectivement, avoir notre monnaie, le franc, avoir des difficultés à emprunter, avoir un franc qui est dévalué et avoir une population qui souffre pendant 2-3 ans pour qu'après on revienne à la normale, plutôt que de voir notre pays s'effondrer comme ça petit à petit. Peut-être, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne solution, mais peut-être que ça l'est. En tout cas, c'est ce qui nous arriverait si on quittait l'Europe. Mais ça obligerait des Emmanuel Macron, des Bruno Le Maire, des énarques de toutes sortes à revoir leur politique, leur façon de faire de la politique. Ça les obligerait à accepter le réel. Ça les obligerait à revenir à une façon de gérer l'État qui soit une façon normale. Et ça, ils n'en veulent pas. Ils veulent conserver leurs privilèges, conserver leur façon de vivre, hein, qu'Emmanuel Macron puisse continuer à s'acheter 11 000 bouteilles de champagne tous les 4 ans, continuer à augmenter le budget de l'Élysée de 10% par an, continuer à avoir sa belle vie et à faire des chèques à ses copains type Zelensky, continuer à créer des hauts commissariats à ceci et à cela à la longueur du tire-bouchon et le confier à un copain énarque qui a du mal à trouver du boulot pour pouvoir le payer très largement. Ils veulent continuer comme ça, et donc pour pouvoir continuer comme ça, pour pouvoir éviter d'être réellement rigoureux, eh bien, il faut avoir le parapluie de l'Europe. Et donc, pour avoir le parapluie de l'Europe, eh ben, Emmanuel Macron va être obligé d'aller embrasser les talons aiguilles d'Ursula von der Leyen et d'accepter qu'Ursula von der Leyen lui donne une trajectoire, un objectif. Première chose sur laquelle vous pouvez me dire ce que vous en pensez, est-ce qu'il vaut mieux... Ah oui, une fin, voilà la phrase de Charles Gave. Une fin dans l'horreur ou une horreur sans fin. Est-ce qu'il vaut mieux une fin dans l'horreur ou une horreur sans fin? Moi, je pense qu'effectivement, je suis d'accord avec lui là-dessus, il faut une fin dans l'horreur. C'est-à-dire qu'il faut couper le truc, attaquer durement, comme le fait Milei en Argentine, et régler le problème pour qu'après, ça reparte tranquillement. Et pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, vous souffrez, mais après, c'est terminé. Plutôt que d'avoir une horreur sans fin, c'est-à-dire que petit à petit, on s'appauvrit,
On souffre de plus en plus et il n'y a jamais de solution. Je suis assez d'accord moi, là-dessus. Dites-moi à vous ce que vous en pensez. Euh, Est-ce qu'il vaut mieux couper un grand coup ou est-ce qu'il faut y aller doucement? Moi, je suis juste pas certain que ce soit le retour au franc qui soit bonne solution. C'est-à-dire qu'on pourrait rêver quand même d'hommes politiques qui soient capables de prendre ce genre de mesures un peu hard, mais sans avoir, en restant dans l'euro, quoi, qui est quand même hyper pratique. Bon, voilà. Cependant, mais on n'arrivera peut-être pas à avoir des hommes politiques qui soient suffisamment à la dimension d'hommes politiques pour faire ce genre de choses. C'est possible aussi qu'on n'ait plus que des nains politiques. Hein. Ça, c'est très, très possible. Cependant, la France devra s'adapter à des règles de négociation plus formalisées, mettant fin à une certaine indulgence dont elle avait bénéficié dans le passé. Les négociations se baseront désormais sur une trajectoire de référence fixée par la Commission européenne, nécessitant une approche plus individualisée pour chaque État membre en difficulté. Les implications politiques de cette situation sont également importantes. Alors que le débat budgétaire en France divise l'opinion sur la rigueur prônée par le ministère des Finances, les appels à une augmentation des impôts, la pression de Bruxelles pourraient influencer les décisions politiques. En effet, l'ampleur des efforts budgétaires exigés par l'Union européenne pourrait rendre les propositions d'augmentation d'impôts plus populaires auprès de l'opinion publique. Bah, dis donc. Mais augmenter les impôts de qui? On est les gens qui, qui avons le plus d'impôts. Si vous croyez que c'est comme ça qu'on va s'en sortir, mais dans ce cas, le Venezuela, la, la Corée du Nord, etc., seraient des paradis. Parce que c'est les endroits où il y a le plus d'impôts. Mais vraiment, est-ce que les pays qui ont le plus d'impôts au monde sont des paradis pour leur population? Il y a un moment, réfléchissez, quoi. Enfin, évidemment, je ne vous parle pas à vous, je parle aux Français, mais il est également crucial de noter que la France, vous savez, il y a très peu de Suisses qui viennent s'exiler en France, quoi. Par contre, il y a beaucoup de Français qui vont s'exiler en Suisse. Donc, quel est des deux pays le plus paradisiaque? Il y a beaucoup, beaucoup de travailleurs français qui traversent la frontière tous les jours pour aller bosser en Suisse. Très, très peu qui traversent la frontière de Suisse pour venir bosser en France. Quel est le pays le plus paradisiaque? Moi, j'ai du mal à croire que c'est le pays qui taxe le plus. C'est paradisiaque pour ceux qui en foutent pas une, ça c'est sûr. Il est également crucial de noter que la France ne sera pas la seule concernée par cette procédure de déficit excessif. D'autres pays européens, tels que la Roumanie, la Belgique et la Slovaquie, pourraient également être visés. Cependant, vous vous rendez compte avec qui on est comparé quand même. Hein. Bon, la Belgique, ils font n'importe quoi depuis quelques temps. J'arrête pas de parler de la Wallonie. Mais la Roumanie et la Slovaquie, vous vous rendez compte un peu où on en est? Où en est la France? Cependant, l'isolement de la France dans ce contexte pourrait affaiblir sa position de négociation vis-à-vis de Bruxelles, accentuant ainsi la nécessité de trouver un compromis acceptable pour toutes les parties. En conclusion, la France se retrouve à un tournant économique où elle doit faire face à une nouvelle vague de pression de la part de l'UE pour réduire son déficit excessif. Les réformes proposées visent à rétablir la discipline budgétaire tout en offrant une certaine souplesse aux pays engagés dans des investissements prioritaires. Bon, si on admet que l'écologie est prioritaire, pourquoi pas? Cependant, ce qui est une billevesée, mais tant pis. Cependant, ces mesures nécessiteront une adaptation et des compromis politiques de la part de la France pour naviguer à travers les défis économiques à venir. Ben dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous pensez qu'il faut quitter l'Europe, que ça va saigner si on quitte l'Europe, parce que ça va saigner si on quitte l'Europe. Croyez pas, je veux dire, la facture, faut la payer. La facture, faut clairement la payer.
on a fait n'importe quoi depuis 50 ans, croyez pas que ça va être gratuit. There is no free lunch. Puis alors on fait mais alors complètement n'importe quoi depuis 5 ans. Enfin depuis Emmanuel Macron. Je dis François Hollande aussi, mais bon. Donc est-ce que vous pensez qu'il faut quitter l'Europe, reprendre le contrôle de notre monnaie, souffrir un grand coup, parce que ça sera de la souffrance. Là, vous comprendrez ce que c'est que la rigueur. Là, vous comprendrez ce que c'est que la rigueur. Mais souffrir un grand coup et après s'en sortir, est-ce que vous pensez qu'il faut rester en Europe parce que malgré tout, ça nous protège? Je rappelle que ça nous évite de faire des dévaluations. La dévaluation, c'est l'appauvrissement des Français, hein, clairement. Ça baisse de la valeur de la monnaie. Vous aviez 100 francs, ça ne vaut plus que 80 francs. Donc il faut rester en Europe parce que ça nous évite de faire des dévaluations et qu'on est quand même du coup protégé par l'Europe et qu'on peut du coup emprunter, ce qui avec des dirigeants sérieux nous permettrait de pouvoir emprunter, de pouvoir mettre notre pays d'équerre, carré, et donc nous en sortir. Ce qu'il y a, c'est que ça demande des dirigeants sérieux et pas des gens qui ne cherchent qu'à se maintenir au pouvoir. Bref, est-ce que vous pensez qu'il y a des solutions? Est-ce que vous trouvez normal qu'on soit obligé maintenant d'aller embrasser la babouche d'Ursula von der Leyen pour gérer notre budget? Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.